présente auparavant, la colère sociale est d'autant plus palpable suite aux annonces de 43,8 milliards d'économies de coupes budgétaires présentées à la mi-juillet par François Bayrou pour le prochain budget. Pour rappel, pour ceux qui nous écoutent, dans ce budget, il y a pêle-mêle une réforme de l'assurance chômage, la monétisation de la 5e semaine de congés payés, la suppression de 2 jours fériés à Pâques et le 8 mai, une année blanche, le gel des barèmes de l'impôt sur le revenu, la réduction de la couverture pour les affections de longue durée, la restriction des arrêts de travail, etc., etc., etc. C'est une concentration inédite et coordonnée d'attaques libérales qui ne passe pas auprès du monde du travail. L'ensemble des syndicats ont affiché leur opposition et le 1er septembre, l'intersyndicale au complet se réunit, on y reviendra. Sans attendre, sur les réseaux sociaux, des appels à bloquer le pays le 10 septembre ont émergé. Depuis, les partisans de cet appel se sont coordonnés au travers de l'application Telegram et l'appel Bloco tout s'est imposé dans le débat politique. Les partis de gauche, les Insoumis, les communistes, les Verts et dans une moindre mesure le Parti socialiste ont apporté leur soutien à cette initiative cette semaine qui forcément ne laisse pas indifférents non plus les confédérations syndicales, au premier rang duquel, on l'imagine, la CGT, Solidaire et FSU, qui sont souvent présentés comme des centrales, entre guillemets, contestataires. Dans ce contexte, les syndicats ne sont pas en reste, puisque durant l'été, ils ont lancé une pétition contre le budget de François Bayrou, qui a dépassé les 300 000 signatures, et les directions confédérales respectives se réunissent la semaine prochaine, et une intersyndicale a donc lieu le 1er septembre, elle sera scrutée de près. Sur le champ professionnel non plus, les syndicats ne sont pas en reste, puisque des grèves sont à prévoir le 25 août dans les hôpitaux de Paris, dès le 2 septembre dans la branche de l'énergie, ou encore le 7 octobre dans la santé et les organismes sociaux. Donc on va essayer avec toi de décrypter un peu ce qui se joue à la rentrée. Nous, on ne va pas être là pour juger du bienfait ou non de tel ou tel appel, ni pour trancher les débats syndicaux qui se poseront démocratiquement dans chacune des confédérations, mais pour décrypter, expliquer, analyser, comprendre ce qui se joue dans cette rentrée sociale. Baptiste, donc tu nous as par ailleurs accordé un entretien que vous pouvez retrouver ce matin sur le site de l'Humanité. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi cet appel à bloquer le pays le 10 ? Oui, alors juste avant de répondre à ta question, je vais rebondir sur un point important que tu as souligné. Les sciences sociales n'ont pas vocation à anticiper l'avenir. Nous sommes totalement impuissants à deviner l'avenir. Donc, la seule chose que je peux faire, c'est essayer de décortiquer les enjeux et de ce qui se passe autour de cet appel du 10, donc qui a commencé à émerger au début de l'été. Et déjà, ce qui me semble important de souligner, c'est qu'on peut noter comment les significations, le sens et les formes données à cet appel ont déjà commencé à évoluer de manière assez significative par rapport aux premiers appels qui avaient circulé, et notamment parce que tu l'as dit, la gauche partisane et plus largement des militants du mouvement social ont commencé à s'intéresser et à s'emparer de cet appel et à lui donner un sens manifestement assez différent de celui qu'il était au début. Et c'est un appel qui cristallise la longue liste des motifs de mécontentement que peut susciter l'annonce du budget pour toutes les raisons que tu as évoquées. Et donc, ça peut aussi aider à comprendre que cet appel, pour l'instant, il est de nature à coaliser des motifs et des raisons de mécontentement sans doute très différentes dans leurs objectifs et dans les inspirations idéologiques qui sont à leur fondement. Alors, comment s'organisent les partisans du 10 septembre ? Est-ce que ce sont des gens qui sont déjà engagés politiquement, syndicalement ? Est-ce que c'est des anciens gilets jaunes ? Est-ce que c'est des gens venus d'ailleurs ? Et est-ce que, justement, dans le débat public, on fait le parallèle avec les gilets jaunes ? Est-ce que c'est quelque chose qui est pertinent selon toi ? Alors, qui sont les gens, les personnes qui sont derrière cet appel ? C'est vraiment trop tôt pour le dire. Là, typiquement, on rejoint ce qu'on dit tout à l'heure. Pour les sciences sociales, il nous faut d'abord du temps d'enquête pour mener justement notre travail de recherche et objectiver quelles peuvent être les personnes qui s'investissent autour de cet appel. Ce qu'on peut dire, sans prendre le risque de se tromper, c'est ce que je viens de dire précédemment, c'est sans doute qu'il y a derrière des mobilisations venues de mouvements
segments ou de fractions de la population très hétéroclites, très composites dans leur positionnement politique, dans leur aspiration à se mobiliser contre ce projet de budget et de réduction des dépenses sociales. Là où on peut faire un parallèle évident avec les Gilets jaunes, c'est que c'est un appel qui s'initie en dehors des structures organisées ou identifiées comme telles, ce qui ne veut pas dire nécessairement que ce ne sont pas des militants qui ont pu initier la mobilisation, mais en tout cas, ce n'est pas une initiative entre guillemets de sommet venue de direction centrale, ni des syndicats, ni de partis, ni de mouvements sociaux. Donc évidemment, là, il y a une similitude assez évidente avec ce qui s'est produit au moment des Gilets jaunes. Et puis l'autre parallèle que l'on peut faire, c'est précisément que l'expérience des Gilets jaunes a produit des effets sur la manière dont les directions partisanes ou syndicales aujourd'hui peuvent réagir à cet appel. Parce que grosso modo, ce qui a pu être reproché notamment aux directions syndicales et notamment à la direction de la CGT ou à celle de la CFDT, mais surtout à celle de la CGT, c'est d'avoir été au début très réticents à l'appel des Gilets jaunes et même d'avoir marqué leur opposition aux appels. On en reviendra sur la réaction des syndicats. Le mouvement s'appelle Bloquons tout. Concrètement, est-ce que le 10 septembre, la France peut être bloquée ? Alors, ça paraît peu plausible. Bon, on n'en sait rien, mais ça paraît peu plausible. Je rappelle déjà que dans la récente mobilisation contre le projet des réformes des retraites en 2023, il y avait eu un appel de l'intersyndicale à mettre la France à l'arrêt, ce qui revient globalement au même, qu'on était alors dans un contexte de mobilisation très forte, parce que l'ampleur des manifestations était sans équivalent par rapport à ce que la France avait connu sur les dernières décennies. Donc les conditions semblaient réunies pour qu'il puisse se produire un durcissement de la mobilisation. Je rappelle aussi que celui qui avait lancé ce mot d'ordre, c'était Laurent Berger, donc le représentant, le porte-parole à l'époque de la CFDT, donc ce qui n'est pas anodin, parce que le porte-parole, le secrétaire ou la secrétaire aujourd'hui générale de la CGT appelle à la mobilisation, on y est entre guillemets habitué. Que la CFDT appelle à cette modalité d'action, c'est plus rare, moins fréquent en tout état de cause. Et malgré cela, malgré cette unité syndicale, malgré le ralliement de l'ensemble, ou en tout cas des principales forces syndicales organisées à cet appel à bloquer ou à arrêter le pays, cela ne s'était pas produit. Un des grands enseignements qu'on peut retirer de la mobilisation de 2023, c'est qu'elle a été puissante dans la rue. Des cortèges manifestants très nombreux sur une longue période. Donc ces deux éléments sont à souligner, mais que les grèves ont été limitées, y compris dans les secteurs habitués à en connaître, les secteurs dits stratégiques, je pense au transport, je pense à la pétrochimie, les arrêts de travail ont été assez limités. Voilà, c'est des secteurs, pour bien comprendre, où généralement on parle de greffe à procuration, à qui on délègue, ou des salariés mécontents contre un projet de loi du gouvernement, délèguent à ces professions la charge de la grève. Et cette fois-ci, c'était un peu plus dur pour eux de se mobiliser pour plein de raisons. Oui, en tout cas, on parle de grève par procuration depuis le mouvement de 1995. On va fêter les 30 ans cette année. Donc, ce grand mouvement social qui s'était déclenché à l'hiver 1995 contre le projet de réforme de la sécurité sociale déjà et des statuts des fonctionnaires, le projet Juppé. Et effectivement, la France avait connu un long mouvement de grève de plus de 3 semaines qui avait pour le coup paralysé les transports, la SNCF, la RATP aussi dans la région parisienne. Par rapport à ça, en préparant, parce que demain dans l'Humanité, vous pouvez trouver un grand dossier sur la rentrée sociale. J'ai trouvé un chiffre assez intéressant. En 95, sur les arrêts de travail pour raison de grève, plus de la moitié reposait sur les salariés de la SNCF et de la RATP. Donc là, on est vraiment dans l'illustration même de ce que c'est qu'une greffe par procuration. Et si on regarde les grands mouvements sociaux qui ont suivi 1995, donc en 2003 par exemple, ou bien encore dans la séquence 2008-2010, à chaque fois, alors pas forcément la RATP, mais les cheminots en revanche, avaient occupé une position assez centrale dans la mobilisation. Et donc, c'est imposé l'idée qu'en gros, il y avait des secteurs stratégiques. Pourquoi on dit stratégique ? À la fois parce que c'est des secteurs, lorsque les cheminots arrêtent le travail, c'est visible, ça perturbe évidemment les transports, la circulation des gens et dans une moindre mesure des marchandises. Et puis parce que ce sont des secteurs dans lesquels les syndicats comptent encore, ont une réelle présence, incontestablement, même s'ils sont aussi affaiblis. Et donc, 2023 a montré que malgré tout, y compris dans ces secteurs où la présence syndicale
syndicale reste importante, où les traditions de lutte restent importantes, eh bien, la mobilisation avait du mal à prendre sous la forme, en tout cas, du déclenchement de grève. Alors, pour revenir sur le 10 septembre et essayer de clôturer cette séquence, les partis de gauche ont apporté leur soutien, même le Parti socialiste qui prétend toujours passer des compromis avec François Bayrou. Quel est l'intérêt, qu'est-ce que cherchent les partis avec cette démarche ? Bon, je pense que d'abord, il n'a échappé à personne que nous sommes en période de rentrée, donc tous les partis vont tenir ou sont sur le point de tenir leur université d'été. Et donc, les universités d'été sont d'abord des rentrées médiatiques pour les partis politiques. Et donc, l'appel du 10, elle est une opportunité saisie par les forces d'opposition de gauche pour tenter de donner du crédit, donner un prolongement à l'opposition parlementaire qu'ils cherchent à incarner face à un gouvernement qui est de plus en plus contesté de toute évidence. Et évidemment, il y aura un risque pour les partis politiques de gauche, à ne pas s'afficher du côté du mécontentement qui s'exprime. Et puis, à noter aussi que c'est sans doute une manière pour les partis de gauche de marquer leur différence par rapport au Rassemblement national dans leur manière de s'opposer au gouvernement Bayrou, puisque, à l'inverse des partis de gauche, le Rassemblement national, lui, marque et manifeste au contraire ses réticences à soutenir cet appel. Justement, tu parles de l'extrême droite. Alors, aujourd'hui, sur le mouvement des Gilets jaunes, on a un certain recul, mais qui n'était pas le cas des acteurs au moment où ça émerge en novembre de 2018. Au début, il y avait quand même un appel du patronat routier un peu poujadiste et de l'extrême droite à manifester avec les Gilets jaunes. On se souvient des images de militants comme Yvan Benedetti en tête de manifestation à Paris, ce qui avait rebuté certaines forces progressistes. Est-ce qu'aujourd'hui, dans ce mouvement bloco-tout, l'extrême droite est présente alors qu'on sait que sur les réseaux sociaux, elle l'est notamment avec le mouvement libertarien de Nicolas Quipay? Sans aucun doute, de toute évidence, une partie de l'appel du 10 est portée par des militants venus de l'extrême droite, et je pense que c'est une raison supplémentaire qui peut expliquer précisément ce que les directions partisanes de gauche et que une partie des militants syndicaux ou politiques de gauche font le choix aussi de ne pas déserter et d'occuper, entre guillemets, si je puis dire, le terrain, parce que, j'allais dire, le contenu de l'appel du 10, dans ses modalités comme dans ses revendications, n'est pas figé, pas du tout. Il est même pas... Comme il n'y a pas d'organisation centralisée, il y a un enjeu de lutte, de conflit entre les militants qui s'emparent de cet appel sur le sens qu'ils vont être en capacité de lui donner. Donc on peut aussi voir l'intérêt des militants et des dirigeants politiques de gauche à s'investir pour cette raison-là sur l'appel du 10. Alors tu en as dit un mot tout à l'heure de ce rapport avec les syndicats. Comment les syndicats réagissent face à ce mouvement qui, donc tu nous le dis là, dans ton entretien de l'humanité, dans l'humanité.fr ce matin, ce mouvement appelle à des actions qui débordent le répertoire syndical habituel. Comment est-ce qu'ils réagissent, sachant qu'ils ne sont pas en reste, puisque eux aussi restent à voir le cadre, mais eux aussi préparent une riposte sociale? Oui. Effectivement, alors pour expliciter peut-être la notion de répertoire d'action, c'est-à-dire les modalités d'action que les différentes organisations militantes sont habituées à activer. Tu l'as dit, l'intersyndicale n'est pas restée les bras croisés, si je puis dire, pendant ses congés estivaux. Elle a lancé une pétition. La pétition, c'est une modalité d'action ultra classique dans le répertoire d'action syndicale avec la manifestation et la grève. Et ce qui caractérise l'appel du 10, c'est qu'on est plutôt sur des appels à des modalités d'action assez hétéroclites, le confinement, rester chez soi, ne pas aller consommer ce genre-là. Alors qu'on peut voir, comme j'explique dans l'interview ce matin, ça peut être sans doute une forme de réponse aux difficultés que tout le monde a pu constater, à faire de la grève un outil efficace de résistance et de protestation contre le gouvernement et le patronat. Mais en même temps, ça peut poser des difficultés pour le ralliement des syndicats à cet appel, parce que pour les syndicats, le lieu légitime et privilégié de la protestation, c'est le lieu de travail. Que l'idée que c'est par l'arrêt de travail qu'on va bloquer l'économie et exercer une forme de pression politique sur le gouvernement. Donc la grève. Et justement, comment est-ce que les syndicats observent ça ?
on a quand même le sentiment que dans ceux qui sont le plus concernés, ceux qui ont l'habitude d'organiser des manifestations, ils ne veulent pas passer à côté d'un nouvel épisode Gilets jaunes s'il a lieu. Voilà, ils sont un peu attentifs, ils regardent ça quand même de très 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 près. On est d'accord. Je pense que c'est ce que je m'apprêtais à dire tout à l'heure. Je pense que là, on mesure un des effets de l'expérience de la mobilisation des Gilets jaunes, au début de laquelle les organisations syndicales et la direction de la CGT en particulier avaient regardé ce mouvement avec beaucoup de scepticisme, voire l'avaient condamné. S'en était nettement démarqué avant de, j'allais dire, rétropédaler, ou en tout cas avant de réviser leur jugement. Bon, ça peut s'expliquer, hein, c'est très facile de le dire après coup. À l'époque, les Gilets jaunes, c'est un mouvement inattendu. Personne ne sait véritablement ce qu'il y a dedans. Il y a des militants d'extrême droite très voilà. visibles, effectivement, sur ce moment-là. Et donc, ça peut expliquer qu'il y a eu d'abord un mouvement de rejet, ou en tout cas de mise à distance politique de cette mobilisation, avant que, à l'intérieur même de la CGT, remontent des informations du terrain, comme on dit, c'est-à-dire des différents territoires, qui ont permis aussi de faire savoir que ça impliquait, ça mobilisait, ça intéressait aussi des militants de la gauche, ou en tout cas des salariés qui n'étaient pas forcément des adhérents du Rassemblement national, et que ça cristallisait une forme de mécontentement social. Peut-être préciser justement qu'un militant syndical, c'est pas un professionnel de la politique et qu'il est comme tout le monde, qu'il a la même réalité de vie qu'un travailleur et qu'il est au contact du terrain. Tout à fait. Je crois que c'est effectivement un élément très important à rappeler. C'est sans doute un des principaux éléments même de distinction de ce que ça veut dire militer syndicalement et militer dans un parti politique. C'est que l'immense majorité des adhérents et des militants syndicaux ont ce qu'on appelle des heures de délégation pour ceux qui occupent des mandats de représentants du personnel dans leur entreprise. Donc, ils ont 20 heures, 30 heures, 40 heures par mois, pendant lesquels ils sont dispensés d'être sur leur poste de travail pour s'acquitter de leurs tâches de représentants, mais le reste du temps, ils sont, entre guillemets, au travail. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on ne peut pas reprocher aux militants syndicaux, c'est qu'ils sont d'abord encore des travailleurs et toujours au contact de leurs collègues, tout simplement, de travail. Bon. Et donc, il y a eu une analyse critique qui a été faite à l'intérieur même de la CGT pour accepter l'idée que peut-être que l'organisation était passée un petit peu à côté de cette mobilisation des Gilets jaunes. Et donc, comme tu le suggères, je souscris à ton analyse, on voit que là, la direction de la CGT est attentive à ce qui se passe, elle cherche à analyser, elle ne condamne pas a priori, elle voit bien que ce sont des modalités d'action, des objectifs revendicatifs qui ne sont pas forcément les siens, mais qu'elle prend au sérieux la colère sociale, le mécontentement social que cet appel du 10 septembre traduit. Et donc, on voit une direction qui est prête, si ce n'est à s'engager directement dans l'appel, en tout cas à le soutenir, à l'accompagner, si je puis dire, plutôt, pour tenter d'en faire quelque chose d'utile à la construction d'une mobilisation plus large. D'ailleurs, pour être tout à fait clair sur la position de la CGT, il y a une déclaration de Thomas Vacheron, qui est secrétaire confédéral, qui dit, je cite, « Il faut des mobilisations, elles seront nombreuses comme celle du 10 septembre et il y en aura d'autres. » Et la CGT est une organisation, comme tous les syndicats, des organisations démocratiques. Et il y a son Parlement qui se réunit, on va le présenter comme ça, sans rentrer dans les termes un peu trop techniques, son Parlement qui rassemble l'ensemble des organisations qui se réunissent la semaine prochaine. Et ils prendront une décision sur le calendrier d'action à la rentrée. Peut-être un mot quand même sur ce mouvement qui émerge. On a une frange du camp protestataire, appelons-le comme ça, syndiqué ou non, politisé ou non, mais en tout cas qui s'organise sans attendre les consignes, entre guillemets, de l'intersyndicale. Qu'est-ce que ça dit de la colère sociale qui existe dans le pays, qui est palpable, qu'on voit dans tous les résultats électoraux et également dans les enquêtes d'opinion ? Ça atteste qu'elle existe toujours. On n'est pas très surpris là-dessus parce que on a vu quand même l'ampleur que le précédent projet de réforme des retraites a suscité, donc l'ampleur de la mobilisation sociale. D'une certaine manière, cette mobilisation, elle a échoué à faire avorter ce projet. D'un autre, malgré tout, elle a attesté d'une capacité réelle de mobilisation des syndicats et elle a empêché concrètement que cette réforme puisse être votée. Donc elle a été adoptée mais pas votée, ce qui n'est pas quand même complètement anecdotique. Moi, ce que je vois aussi dans l'émergence de cet appel du 10, c'est peut-être aussi sans doute une certaine forme d'impatience de la part de militants, de salariés mécontents face à l'absence de perspectives concrètes pour l'instant. Je pense
parce qu'il y en aura, d'appel à la mobilisation de l'intersyndicale. Je pense que cet appel du 10, pour l'instant, il occupe un vide qui est laissé par l'intersyndicale. Alors, il faut peut-être expliquer, pour ceux qui nous écoutent, pourquoi l'intersyndicale va se retrouver le 1er septembre. Vas-y, dis, voilà. On t'écoute. Donc, vas-y, explique pourquoi l'intersyndicale se réunit le 1er septembre. Elle se réunit le 1er septembre pour déterminer, pour s'entendre sur des modalités d'action communes sur lesquelles auxquelles les organisations syndicales seraient disposées à appeler. Bon, simplement, pourquoi le 1er septembre ? Parce que c'est la rentrée aussi pour l'ensemble des organisations syndicales. Tu le disais, la CGT réunit son Parlement. Alors, pour celle aussi qui, sans rentrer dans les détails, mais juste dire, la CGT, c'est une organisation qui fédère plein d'autres organisations. Vous avez les fédérations professionnelles, vous avez les structures interprofessionnelles. Voilà, c'est important à comprendre. Et donc, de manière rituelle et habituelle dans la vie démocratique de cette organisation, à la rentrée, on réunit toutes les composantes de cette confédération pour déterminer ce que va être la stratégie de l'organisation. Donc, la CGT va faire cela. La CFDT fait la même chose avec son université d'été qui se tient la semaine suivante. Et donc, c'est ensuite que les différents secrétaires nationaux auront des mandats. Des mandats, voilà. Quand Sophie Binet ou Marie-Lise Léon, donc secrétaire générale de la CGT ou de la CFDT, elles reçoivent un mandat à porter dans les médias ou dans des réunions collectives. Oui, voilà. Donc effectivement, c'est un élément quand même très très important à souligner. Lorsque des militants s'expriment sur les réseaux sociaux ou lancent des appels, bon, c'est leur initiative, c'est leur droit le plus légitime absolu. Ils ne représentent entre guillemets quand même. Lorsque les deux secrétaires dont nous parlions elles parlent au nom de leur organisation et donc sur la base du mandat que leur confie leur organisation. Peut-être pour terminer sur le 10 septembre, est-ce qu'on a des précédents de mouvements sociaux victorieux sans organisation collective syndicale ? Non, ça, il n'y en a pas. Ce qu'on peut dire, parce que c'est un mythe qui revient souvent, et donc je m'attends à ce qu'il ressurgisse, le mythe de la grève générale. On en reparlera, oui. Mais on peut quand même dire tout de suite, il y a eu 2 mouvements de grève généralisée en France, pour la petite anecdote, sans appel à la mobilisation, qui sont à la grève générale. Donc 1936-1968. 1968, plus de 9 millions de grévistes estimés sur une population active de 15 millions de salariés à l'époque. Donc là, on est vraiment sur une France à l'arrêt, très clairement. Bon, il n'y a pas de mot d'ordre. Il y a une dynamique de mobilisation qui s'enclenche. Et alors peut-être, je pense qu'on a une majorité ici à le souhaiter, peut-être que l'appel du 10 peut être une première étape vers un processus de mobilisation qui peut aboutir à une extension. Alors, rentrons dans le cœur de ce sujet également de ton livre que je présente ici. Il y a Yuri dans le chat qui dit « Il faut arrêter avec les grèves perlées, ça sert à rien ». Concrètement, c'est quoi faire grève ? Ça veut dire quoi ? Et comment est-ce qu'on fait grève ? Est-ce que moi, demain, je suis salarié du Franprix en bas de la rue, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de préavis de grève, est-ce que je peux me mettre en grève ? Comment ça se passe ? Oui, alors les critiques qui expriment Yuri, on l'entend beaucoup dans les espaces militants. Je pense que grève perlée ou plutôt les journées d'action, ce qui est souvent reproché aux intersyndicales, c'est de programmer des journées d'action espacées avec l'idée que ce type de modalité d'action n'est pas de nature à créer un rapport de force suffisant pour contraindre le patronat et les gouvernements, surtout les gouvernements actuels, à des concessions, à des compromis, voire à des reculs sur leur position. On peut entendre tout à fait cette idée-là. D'un autre côté, penser qu'il suffirait d'appeler tout de suite, immédiatement, un appel à la grève générale reconductible, pour employer les termes militants consacrés, suffirait à débloquer ou à mobiliser plus largement les salariés, c'est sans doute se leurrer. C'est sans doute en tout cas une forme d'illusion politique. Par rapport à ça, est-ce que Sophie Binet, sur son bureau, a un bouton rouge sur lequel elle peut appuyer et mettre la France à l'arrêt ? Non, alors évidemment que non, et surtout, vraiment l'engagement dans la grève, c'est un processus complexe. Bon, c'est un des éléments, ça permet peut-être de compléter ma réponse préalable, un des éléments qui peut expliquer que l'intersyndicale, pour l'instant, ne donne pas de position claire sur des appels à la mobilisation ou de position commune sur l'appel du 10, c'est aussi que les salariés et les militants sont aussi en congé pour l'instant, donc c'est très difficile pour l'instant pour les directions centrales des syndicats de savoir
savoir quel est l'état d'esprit des salariés. Et une mobilisation n'est possible que si les salariés sont d'abord disposés et disponibles pour se mobiliser. Ensuite, ça ne peut s'enclencher que si les directions prennent leurs responsabilités et jouent leur rôle d'organiser, impulser, d'accord. Mais c'est pas un appel qui suffit à créer les conditions d'une mobilisation. Et quand même, et c'est le point de départ de mon livre, et je pense qu'il faut quand même le rappeler pour comprendre dans quelles conditions structurelles on se trouve. Tu me posais la question, est-ce que c'est facile de faire grève? Alors, d'un point de vue juridique, théoriquement, oui, et surtout pour les salariés du privé, puisque j'en profite pour le rappeler à ceux qui l'ignoraient, dans le secteur privé, il n'y a pas besoin de déposer un préavis préalable pour se mettre en grève, qu'à la différence des agents de la fonction publique d'État, par exemple, un salarié peut faire grève 1 heure et il sera retenu 1 heure de salaire, là où les agents de la fonction publique, lorsqu'ils s'arrêtent 1 heure, en fait, c'est la journée entière de salaire qui est retenue sur leur fiche de paye. Donc, juridiquement, il y a moins d'obstacles à la grève du côté du privé, et pourtant, ce sont les salariés du privé et surtout les salariés les plus précaires, ceux qui vont être les premières victimes et qui sont déjà les premières victimes de toutes les réformes néolibérales de la protection sociale, de l'assurance au chômage, du marché du travail. Ce sont précisément ces salariés, ces principales victimes des réformes néolibérales qui sont les moins enclins à faire grève. Alors pour quelle raison? Comment ça s'explique? Parce qu'on pourrait penser de prime abord, ma question de classe est absolument ignoble. Je suis une femme précaire, isolée, qui enchaîne les temps partiels, je n'arrive pas à journée debout, j'ai d'autant plus de raisons de me mobiliser. Alors quels sont les freins? Tout à fait. Alors, ça ne veut pas dire que ces salariés, ces travailleurs et ces travailleuses, tu as raison de le dire, parce qu'elles sont majoritaires, se satisfont de leurs conditions salariales, de leurs conditions d'emploi, mais il y a plein d'obstacles à leur mobilisation. Je pense que c'est un point important à rappeler, une majorité de ces travailleurs et de ces travailleuses sont salariés dans des entreprises dépourvues de syndicats. Bon, j'aime toujours rappeler ce chiffre. Les syndicats ne sont présents que dans 10% des entreprises en France. Alors, je corrige ensuite tout de suite. Ils sont présents dans les grandes entreprises. Donc, ça ne veut pas dire 10% des salariés. Mais ça veut dire qu'il y a au moins 40% des salariés qui n'ont aucun contact avec aucun des syndicats présents en France. Premier point. Deuxième point, dans des secteurs, je vais prendre Amazon, par exemple, de la logistique, qui sont connus de tous et tous, ces syndicats sont présents, mais très fragiles. Très fragiles dans leur implantation. Pourquoi? Parce qu'ils butent face à une répression patronale très forte, parce que les travailleurs sont dans une situation très précaire. Faire grève, ça coûte. Et donc, c'est facile de dire se mettre en grève, mais il faut en assumer le coût. Et ensuite, parce que ce sont des collectifs de travail aussi qui sont très mobiles. Enfin, c'est-à-dire, soit c'est des petits collectifs de travail, soit il y a beaucoup de turnover. Un collègue a estimé que dans la logistique, les salariés restent 2 ans en moyenne dans leur travail. Donc, ça veut dire que vous changez en permanence de collègues. D'ailleurs, dans ton livre, il y a un exemple qui est frappant. Tu suis une union syndicale dans le commerce à Paris qui essaie de mobiliser, de mémoire, tu prends 3 exemples, les femmes de chambre, un magasin de chaussures et une pizzeria. Rapide, ouais. Voilà. Et dans la pizzeria, justement, tu prends l'exemple d'une grève victorieuse, mais du fait du turnover, parce que ce sont des étudiants, des emplois précaires, etc., il n'y a pas le souvenir de la grève victorieuse et l'acquis, entre guillemets, n'est pas maintenu durablement dans le... Oui, tout à fait. Alors, effectivement, dans la restauration rapide, il y a des grèves. Il y a des grèves. Elles ont commencé dans les années 2000. C'est à ce moment-là que se structurent pour la première fois des sections syndicales chez McDo, pour prendre le plus connu, etc. Et moi, quand j'arrive sur ce terrain d'enquête 5 ans plus tard, à l'époque, il n'y a plus rien. Enfin, il y a toujours des syndicats, mais ces leaders syndicaux, en tout cas, qui avaient émergé à la faveur de la grève, ne sont plus là. D'abord, parce qu'il n'y a pas grand monde qui rêve de faire toute sa vie chez McDo. Et donc, évidemment, ils saisissent d'autres opportunités professionnelles qui se présentent à eux pour migrer vers pour évoluer vers d'autres entreprises et d'autres métiers plus intéressants, plus stimulants. Et par ailleurs, parce que les directions, elles s'organisent pour faire partir ces militants syndicalistes en leur offrant notamment des chèques, des formes de transactions financières pour les inciter à partir et pour ramener le calme, j'allais dire, ou la paix sociale dans leur entreprise. T'en as dit un mot, mais je voudrais bien que tu développes aussi. Donc, il y a ce qu'on appelle la transformation, la mutation du monde du travail. On a l'image, tu faisais référence de 36 et de 68, où il y a des hordes d'ouvriers en col bleu qui sortent des usines organisées derrière le drapeau rouge.
Aujourd'hui, le monde du travail est plus complexe, est plus qualifié, mais plus éparpillé. Par exemple, il y a l'émergence de l'ubérisation, de la sous-traitance. Qu'est-ce que cela provoque dans les moyens de mise en dynamique collective par les syndicats? Oui, et puis je rajouterais aussi un élément très important de différence par rapport au contexte des années 60-70, qui sert souvent un peu de référentiel dans la mémoire militante. On est passé d'un capitalisme de production à un capitalisme de distribution. Hein, donc c'est plus de service, ce que j'appelle un capitalisme de service. Bon, donc là, il y a toute une série de choses. Donc d'abord, c'est un salariat qui est beaucoup plus morcelé. Ce qui caractérisait le capitalisme industriel jusque dans les années 60-70, et qui le reposait, il n'y avait évidemment pas que ça, mais sur des très grandes entreprises, il y avait un dicton, un slogan qui disait, lorsque Renault-Billancourt se met en grève, c'est la France qui tousse, parce qu'évidemment, c'est 30 000 ouvriers qui s'arrêtent d'un coup, c'est l'usine qui produisait les 2 chevaux que tout le monde conduisait, donc ça avait un impact économique et donc politique immédiat. Ces grandes concentrations ouvrières, elles ont disparu. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de production industrielle, mais il y en a quand même moins, et là où elles existent, effectivement, tu l'as dit, c'est beaucoup de sous-traitance, beaucoup de filialisation. Donc ça veut dire des salariés qui travaillent ensemble, mais qui n'appartiennent pas aux mêmes entreprises, qui n'ont pas les mêmes employeurs, et donc des difficultés accrues pour coordonner, organiser la mobilisation. Je prends juste un autre exemple qui va parler aussi à tout le monde, l'aide à domicile ou les agents de sécurité que nous croisons tous lorsque nous rentrons dans le magasin. Voilà des gens qui travaillent pour des très très grandes entreprises, mais qui constituent ce qu'on appelle des collectifs de travail totalement segmentés. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas ensemble puisqu'ils travaillent les uns chez les personnes auxquelles elles viennent en aide, et les autres chez les magasins. Et donc, il y a une difficulté réelle pour les syndicalistes à organiser tout concrètement ces salariés. Ce qui a été fait aussi dans les fameuses professions qui portent sur ses épaules des mouvements. Je prends l'exemple des cheminots, où aujourd'hui, en fait, la SNCF, c'est une holding qui regroupe différentes sociétés anonymes, et les cheminots sont éparpillés. Par exemple, le conducteur du train n'a pas le même employeur juridique que la personne qui fait la maintenance ou celui qui vend le guichet. Donc là, on est aussi sur un exemple concret de ce morcellement et des difficultés que rencontrent les syndicats. Tout à fait, et c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas mythifier, même si elle est réelle, la capacité de mobilisation des syndicats chez les cheminots, chez les agents d'EDF. Ce sont elles-mêmes, j'évoquais tout à l'heure 1995, mais donc je disais on va célébrer les 30 ans. En 30 ans, ces entreprises se sont transformées de manière radicale sous l'effet des politiques de libéralisation, de mise en concurrence, de filialisation, etc. Donc y compris dans ces entreprises, la capacité des organisations syndicales, même avec la meilleure volonté du monde, à organiser la mobilisation est beaucoup plus difficile qu'elle ne l'était il y a 30 ans. Là, il y a une question dans le chat, c'est quelque chose qui revient assez souvent et qu'il faut répondre, que la grève tradie avec sa petite manif plan-plan ne sert à rien. Vous vous souvenez des manifs retraite, qu'est-ce qu'on a eu? Rien. Mais concrètement, est-ce que bloquer par exemple un port, est-ce que c'est la CGT à Montreuil qui le décide, ou les salariés syndiqués ou non en assemblée générale qui décident de ce mouvement? Comment ça se passe? Alors, les modalités de l'action, en règle générale, enfin, c'est sur ce type de configuration de mobilisation, en tout cas, c'est la confédération ou l'intersyndicale qui appelle à des mobilisations. Et ensuite, c'est aux salariés et aux syndicats de leur entreprise de décider la manière dont ils participent, s'engagent dans la mobilisation. Je veux d'abord dire un premier point, c'est que c'est pas parce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de bouton, enfin, tu me posais la question sur le bouton rouge de Sophie Binet, c'est pas parce que Sophie Binet appelle les salariés et les militants de la CGT à se mettre en mouvement que tous les militants suivent. Bon, une grande partie de mes travaux, et j'essaie de le montrer dans ce livre, c'est que la plupart, alors ça sera sans doute moins le cas en septembre là, mais une grande partie des appels à la mobilisation qui sont initiés par les directions centrales sont ignorés par les militants, parce que se mobiliser, ça coûte, et parce que deuxièmement, pour s'engager dans l'action, encore faut-il être convaincu que l'action va être utile et efficace pour faire reculer le gouvernement. La question qui nous est posée, elle pose une vraie question. Et je pense que c'est un des effets aussi qu'il va falloir mesurer de 2023. 2023 a sans doute été perçu par une majorité de ceux et celles qui ont participé à cette mobilisation comme un échec. Malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, parce que la réforme in fine, n'a pas été empêchée. On est d'accord. Malgré la formidable mobilisation, les près de 3 millions de personnes. On est d'accord. Un conclave, bon, c'est très mal nommé, en tout cas une concertation avec les 10 partenaires sociaux s'est ouverte avec la nomination de François Bayrou. On a vu que ça s'est conclu par un échec, puisque je rappelle que même la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC qui ont participé jusqu'au bout aux discussions ont décidé... N'ont rien obtenu. Voilà, et ont décidé de ne rien signer.
Donc, légitimement, on peut se poser la question, est-ce qu'une journée d'action suffit? Mais en même temps, il y aurait une illusion à croire que, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on va appeler à des modalités d'action supposément plus radicales, les salariés vont être plus facilement disposés à s'engager dans cette modalité d'action. Dans l'ouvrage, je prends un exemple, par exemple, d'une grève dans un entrepôt, donc de magasin de chaussures, tu évoquais tout à l'heure, où la grève s'enlise, où les salariés sont très isolés, et les permanents de la CGT suggèrent aux grévistes, bloquons l'entrepôt. C'est un mot d'ordre qu'on entend beaucoup sur les réseaux. C'est le mot d'ordre du 17 septembre. Voilà, bloquons les flux, etc. Donc les permanents de la CGT, ils sont OK. Ils disent, vous inquiétez pas, on sait faire, entre guillemets. Il n'y a pas de question de bureaucratie syndicale qui empêche ou quoi. Ils sont à l'initiative de cette proposition qui refuse les salariés. Et pourquoi ? Parce qu'on est face à des ouvriers qui sont dans leur première expérience de la grève, ils sont déjà assez tétanisés, je dois dire, parce que le patron ne bouge pas, parce qu'il ne se passe rien, parce qu'ils se retrouvent isolés dans leur propre entreprise, et les autres catégories de salariés ne se joignent pas à leur mobilisation parce qu'ils ne s'y reconnaissent pas. Je parle là des salariés des boutiques, c'est des divisions à l'intérieur même du syndicat qui se produisent. Et donc le blocage n'a pas lieu, non pas parce que les petits bureaucrates de la CGT ne le veulent pas, mais parce que les salariés eux-mêmes ne le veulent pas, parce qu'ils craignent les représailles policières, judiciaires d'une telle action, et puis parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude, c'est pas du tout dans leur habitude, dans leur manière de protester. Ça ne veut pas dire qu'ils résistent pas à leur patron. Ils opposent plein de résistance à leur patron, mais pas sous cette forme-là. Alors voilà, on va poursuivre sur la question de la répression. Il faut bien savoir, il faut peut-être redire un mot ce que c'est que le contexte de classe dans une entreprise. La CGT, en l'occurrence, se revendique d'un syndicalisme de masse et de classe. Donc dans un rapport conflictuel, en tout cas avec le patronat. On est aujourd'hui plus de 2 ans après le mouvement de 2023. Il y a eu plus de 1000 CGTistes qui ont été inquiétés des suites de ce mouvement. Par exemple, dans une des professions, dans un des corps de métier où la grève a bien pris, EDF, GDF, l'énergie, puisque ces entreprises ne s'appellent plus comme ça, en tout cas pour GDF, mais dans l'énergie, cette grève a pris. On se souvient des Robins des Bois qui alimentent gratuitement des services publics ou qui coupe l'accès à l'électricité à tel ministre, etc., etc., etc. Il y a eu des condamnations des responsables syndicaux qui ont été condamnés, non pas que la justice a pu démontrer que ces personnes-là ont coupé le courant à tel jour, à tel endroit, mais tout simplement parce qu'ils étaient responsables juridiquement du syndicat. Qu'est-ce que provoque cette répression antisyndicale aujourd'hui à la base des syndicats ? Oui, alors, et encore, là, tout ce dont on parle de secteurs dans lesquels les syndicats sont suffisamment présents, puissants, pour faire connaître ces situations de répression antisyndicale. Et donc, il faut aussi voir toutes les formes de répression antisyndicale plus souterraines qui s'exercent dans les entreprises que j'étudie plus particulièrement. Mais c'est la marginalisation, par exemple, des militants syndicaux dans leur entreprise. C'est-à-dire, on les affecte à un poste dans lequel ils sont totalement isolés, on les met au placard, comme on dit vulgairement, trivialement, dans ces entreprises. C'est une pression psychologique, morale, constante qui est mise sur des militants qui, par ailleurs, sont généralement assez isolés parce qu'ils sont assez peu nombreux dans cette entreprise. Et donc, ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que dans ces secteurs précarisés, la crainte de la représaille patronale est d'autant plus forte que la faiblesse structurelle du syndicalisme les expose d'autant plus facilement à ce risque de représailles. Là où, malgré ce qui existe, dans l'énergie, dans les transports, les syndicats ont la capacité d'offrir une forme de protection collective, si je puis dire, à leurs militants, de soutien moral, de soutien même économique, pour ceux qui se font licencier, etc., etc. Bon. En plus, ce qui caractérise toutes les entreprises, les livreurs, l'aide à domicile, toutes les entreprises de services dont on parle depuis tout à l'heure, la logistique, etc., c'est des méthodes de management très coercitives. C'est vraiment l'ADN, ou en tout cas vraiment la caractéristique majeure de ce modèle d'organisation du travail. Et donc, on comprend d'autant mieux les craintes que peuvent susciter les perspectives de se mobiliser. Mais je voudrais aussi rajouter un point, parce que je pense que c'est important pour celles et ceux qui nous écoutent. Moi, ce que j'ai observé aussi dans mon enquête, c'est que à la fois, il y avait beaucoup de mécontentement chez ces salariés par rapport à ce qu'est leur situation au travail, leur situation salariale, mais aussi une très grande hésitation à se mobiliser dans le cadre de mobilisation de type interprofessionnel. Ces salariés et ces militants, lorsqu'ils se mobilisent, c'est généralement dans le cadre de conflits d'entreprise au moment des négociations de salaire. Voilà, parce qu'en fait, il y a des grèves. Il y a des endroits où il y a des grèves sur des conditions de travail ou de salaire victorieuses.
Tout à fait. Et en lien avec ce que je disais précédemment, souvent, pas toujours, mais souvent, ces grèves se déclenchent d'abord en réaction au despotisme patronal, c'est-à-dire aux attitudes patronales très autoritaires qui existent à l'intérieur de ces entreprises sur le mode d'une forme de révolte morale de ces salariés face au mauvais traitement qu'ils subissent. Donc, il existe des grèves, mais quand même des grèves localisées dans les entreprises qui font sens comme un mode de résistance face au mauvais traitement, si je puis dire, de la part de l'employeur. En revanche, ces mêmes militants, ces mêmes salariés, chaque fois ce que j'ai pu observer, y compris dans des séquences de mobilisation fortes, ils ont tendance à rester en retrait des mobilisations interprofessionnelles, avec en particulier pour une raison importante, qui est de dire, mais qu'est-ce que ça va changer si je me mets en grève dans mon entreprise privée par rapport au gouvernement? Je vais pénaliser mon employeur, je risque de me pénaliser moi parce que je vais altérer le chiffre d'affaires de mon entreprise, mais en gros, le gouvernement s'en fiche. Et donc, je ne vais pas interpeller le gouvernement. Et donc, on peut aussi comprendre le fait qu'il y ait plus, par exemple, de militants des secteurs publics qui se mobilisent à la faveur de ces mobilisations interprofessionnelles, parce qu'à la fois, vous avez plus de militants syndicaux, et souvent des militants syndicaux aguerris, des traditions de lutte, et en plus parce que se mobiliser contre le gouvernement, c'est aussi se mobiliser, entre guillemets, contre son propre employeur. Et donc, la vraie difficulté pour les confédérations syndicales, c'est de réussir à élargir la mobilisation, éviter ce que tu évoquais en début d'interview, c'est-à-dire la reproduction d'une forme de grève par procuration, donc intéresser, mobiliser aussi les salariés du privé, et c'est là où ils ont le plus de difficultés, non pas par absence de bonne volonté de la part de la direction centrale, mais parce que les conditions sociales, politiques, économiques des travailleurs du secteur privé rendent cette mobilisation beaucoup plus difficile. Pour revenir un peu sur l'actualité qui nous règne aujourd'hui, à savoir l'offensive qui se prépare contre le budget austéritaire de François Bayrou, on a un précédent quand même d'une grève, donc au-delà de 2023, d'une grève à vocation majoritaire qui a eu lieu le 5 décembre 2024 dans la fonction publique. Qu'est-ce qui a permis, on explique que le succès de cette grève par les déclarations à l'époque incendiaires de Guillaume Kasbarian sur la nature même du travail des fonctionnaires, mais également la perspective de voir des jours de carence supplémentaires attribués aux fonctionnaires en cas d'arrêt maladie. Est-ce qu'aujourd'hui, des mesures comme toucher à des jours fériés, donc aux fameux 2 jours de jours fériés, qui d'ailleurs, pour plusieurs millions de salariés, ça aurait été 3 jours de jours fériés, puisque le 1er mai, il y a une proposition de loi centriste qui a été adoptée au Sénat, qui vise à l'ouverture des commerces dits de proximité le 1er mai, donc pour un certain nombre de travailleurs, d'ailleurs souvent des femmes précaires, n'auront pas d'autre choix que de travailler le 1er mai. Est-ce que ces totems, quand même, on peut parler de l'assurance chômage aussi qui va être touchée, est-ce que c'est de nature pour les syndicats être des points d'appui pour convaincre toutes ces franges du salariat à se mobiliser sur un objectif commun? Alors, incontestablement, l'attaque sur les jours fériés est sans doute l'un des points de cristallisation du mécontentement qui est le plus facile à activer, entre guillemets, pour les directions syndicales. Beaucoup plus, à mon avis, on peut dire presque hélas, que les réformes, que la énième réforme de l'assurance chômage, parce que des réformes, il y en a quasiment tous les ans. Les organisations syndicales sont généralement unanimement opposées à ces réformes, mais elles peinent à mobiliser. Et là aussi, c'est pas forcément l'absence de volonté de la part des directions, mais parce qu'il est très difficile de mobiliser sur ces questions-là. Pourquoi? Parce que les syndicats organisent d'abord les salariés et que les chômeurs, les plus précaires, sont généralement en marge des syndicats pour toutes les raisons qu'on a évoquées précédemment, et que c'est beaucoup plus difficile de mobiliser des salariés en solidarité à des chômeurs. Bon, j'allais dire que pour l'intersyndicale, l'avantage de l'annonce du projet de suppression de 2 jours fériés, c'est que ça touche toutes les catégories de salariés, donc y compris celles et ceux qui constituent le cœur, j'allais dire, des militants des organisations syndicales. Et donc, assurément, c'est un point qui doit permettre de fédérer plus facilement leur mobilisation. D'ailleurs, on n'est pas sûr que ce soit un leurre, puisque c'est passé de 1 à 2 après une rencontre entre François Bayrou et Emmanuel Macron en voit les annonces. On n'est pas sûr non plus que ce soit un leurre pour en fait n'obtenir qu'un seul jour et essayer de faire passer la pilule comme ça.
Oui, oui, tout à fait. Bon, ça, c'est des stratégies de négociation assez classiques. C'est comme ça qu'on forme les RH, annoncer le pire pour obtenir finalement Ce votre qu'on voulait. projet, voilà, obtenir ce qu'on veut en faisant mine de faire des concessions, mais que ça soit 2 ou 1 jour. Bon, je pense que quand même, ce qui est visible là, pour tous les salariés, indépendamment, j'allais dire, de leur degré de politisation et de leurs préférences politiques, c'est que, tu as fait la liste tout à l'heure, mais ça s'objective très très bien à travers le projet de suppression de jours fériés, c'est qu'on demande que des sacrifices aux salariés sans imposer quoi que ce soit aux directions d'entreprise, au patronat, en termes sur les questions notamment d'aide publique qu'ils perçoivent. Alors, dans l'entretien que tu nous as accordé ce matin, qui va nourrir un plus gros dossier donc, dont je vous ai dit, vous pouvez retrouver dans l'humanité quotidienne de demain, tu expliques qu'il y a 2 logiques de rassemblement à l'œuvre. Quelles sont-elles et pourquoi est-ce que, notamment la CGT, mais également Solidaire, qui a exactement ce même mandat-là, cherche l'unité syndicale, ce qu'on appelle dans le jargon le syndicalisme rassemblé. Voilà, pourquoi est-ce qu'il existe cette tentative de mobiliser avec des organisations plus modérées? C'est vrai, donc on est sur 2 logiques de rassemblement, et j'allais dire 2 agendas militants. Ce qu'on peut commencer à percevoir sur l'appel du 10, c'est que c'est un appel qui commence à coaliser des militants venus à la fois des organisations syndicales, mais aussi plus largement de ce qu'on peut appeler les organisations du mouvement social, de mouvements écologistes, féministes, antiracistes. Et donc l'appel du 10, il semble cristalliser cet appel au tous ensemble qui est souvent évoqué, de convergence des luttes, qui est souvent évoqué dans le mouvement social, c'est-à-dire de faire converger lutte syndicale et lutte du mouvement social. Bon, de l'autre, il y a l'autre agenda qui est celui des directions syndicales pour l'instant, et notamment celui de la CGT, qui cherche à tout prix à s'opposer au projet du gouvernement. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Hein. Je préfère le préciser quand même pour celles et ceux qui nous écoutent. Il n'y a pas de débat à l'intérieur de la CGT. Faut-il ou non s'opposer au gouvernement? Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, à ma connaissance, l'ensemble des confédérations syndicales sont opposées à ce budget. Donc, il faut bien comprendre que le débat qui se pose, c'est comment on s'y oppose. Voilà. Hein. Et bon, et la priorité affichée pour l'instant pour la direction de la CGT, c'est de maintenir l'unité syndicale qui a existé en 2023. Donc, effectivement, ce qu'on appelle le syndicalisme rassemblé. Pourquoi? Alors, pourquoi? L'analyse qui est faite du point de vue de la direction de la CGT, c'est que seule la CGT n'y arrivera pas. La CGT reste, tu l'as dit, effectivement, avec Solidaire, dans une bonne mesure, où la FSU, une organisation, ses militants occupent une place centrale dans l'organisation des luttes sociales. Tout le monde peut le voir dans les cortèges qu'il fréquente dans sa ville. Tout le monde peut le voir dans toutes les initiatives militantes qui existent. Les militants CGT sont, j'allais dire, omniprésents, ou en tout cas assez centraux dans ces espaces de mobilisation. Mais la CGT, elle est affaiblie, et je voudrais même dire, peut-être, parce que c'est important de le prendre en compte, de regarder les choses avec lucidité, elle est très affaiblie. La CGT aujourd'hui, c'est 600 000 adhérents, je ne dis pas 600 000 militants, hein, je dis bien 600 000 adhérents qui ne sont pas tous forcément disposés à s'engager comme ça dans des mobilisations. Et même s'ils le sont tous, on peut faire l'hypothèse qu'en 2023, qu'est-ce qu'on a vu, 2 millions, 3 millions de personnes, c'est grosso modo le nombre d'adhérents syndicaux, toutes organisations syndicales confondues. Donc d'un côté, c'est beaucoup. D'un côté, c'est beaucoup, il faut quand même le rappeler. Les organisations syndicales restent les principales forces organisées et sans doute celles qui sont le plus à même d'organiser un mouvement social d'ampleur. Avec une meilleure image auprès des Français que les partis politiques, y compris de gauche. Ça, c'est très clair. Et en même temps, pour l'instant, les organisations syndicales butent sur la difficulté à élargir la mobilisation. Et c'est toujours le risque, pour en revenir à une de tes questions précédentes, c'est que si elles commencent d'emblée à annoncer des modalités d'action, on va dire, radicales, dures, etc., c'est que ça va être sans doute un frein supplémentaire dans leur capacité à élargir la mobilisation pour convaincre celles et ceux qui ne se mobilisent jamais. Ils sont quand même la majorité, il faut quand même avoir ça à l'esprit. Celles et ceux qui ne se mobilisent jamais, si vous commencez tout de suite par dire grève générale reconductible, vous risquez d'être en difficulté. Est-ce qu'il y a ce débat qui a émergé sur la radicalité? Qu'est-ce que c'est? Comment on traduit ça syndicalement? Je voudrais te faire réagir à une citation célèbre d'Henri Krasuki, qui a été secrétaire général de la CGT dans les années 80, qui disait « La radicalité, c'est la masse ». Concrètement, ça veut dire quoi? Oui, c'est un enjeu de lutte. Hein. Qu'est-ce qu'on appelle une action effectivement radicale? En tout cas, ce que tu viens de rappeler, ce qu'a dit Krasuki dans les années 1980, est toujours la boussole, j'allais dire, politique d'un syndicat comme la CGT, mais on peut dire aussi de la CFDT. La priorité du syndicalisme, c'est d'abord de rassembler la masse pour reprendre la phraséologie de la CGT, sur des objectifs de classe, mais
on ne fait pas une politique de classe sans la masse. Bon. Et donc, c'est toujours le dilemme et les tensions stratégiques qui animent le choix des modalités d'action. C'est pour ça que, généralement, d'ailleurs, sur les appels interconfédéraux, les modalités d'action sont toujours larges. Hein. Mais donc, c'est toujours la difficulté. Élever un rapport de force. Élever un rapport de force, c'est à la fois convaincre une majorité de salariés de se mobiliser et réussir à les enrôler, à les faire participer à des modalités d'action qui créent effectivement un rapport de force économique, donc politique, vis-à-vis du gouvernement. Je reviens sur la question de l'unité syndicale. Moi, je voudrais te faire réagir à une image. En juin, à Montargis, dans le Loiret, l'extrême droite européenne avait organisé un grand colloque, un grand meeting avec en tête de proue le Rassemblement national en France. Et dans le même temps, une contre-manifestation avait eu lieu où étaient côte à côte Sophie Binet, donc la secrétaire générale de la CGT, et Marie-Lise Léon, alors que au moment même où la CFDT entrouvrait la porte de signer un compromis avec le patronat sur l'histoire du conclave sur les retraites. Sans animosité entre les militants d'une et de l'autre des confédérations. C'est un niveau de rassemblement qui est aujourd'hui, par exemple, sur le plan politique, si on fait un parallèle, assez compliqué à imaginer. Qu'est-ce que cela traduit aujourd'hui de la nécessité de rechercher cette unité pour pour des militants syndicaux qui des fois sont isolés dans des entreprises ou dans des territoires où l'extrême droite progresse. Oui. Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. Effectivement, il faut le souligner. Et puis j'élargirais, l'intersyndicale de 2023, elle a fait la démonstration de ce que la gauche n'arrive pas à faire. C'est-à-dire la capacité à se rassembler en dépit de divergences qui peuvent être significatives. Et dans le respect. Dans le respect, sur des objectifs communs. On peut faire quand même l'hypothèse que les forces de gauche, en dépit de toutes leurs divergences, devraient pouvoir trouver des objectifs communs à opposer à la droite et à l'extrême droite. Bon. Tu dis souligner, c'est un point important, je pense qu'il faut le rappeler dans la période. Effectivement, c'est une surprise pour personne. La direction de la CFDT et la direction de la CGT ont des analyses divergentes de la manière d'accompagner ou de s'opposer aux réformes néolibérales de la protection sociale du marché du travail. C'est pas nouveau, ça fait 30 ans que ça dure, mais il faut le souligner dans le même temps. Pour autant, il y a une unité qui n'est pas une unité de façade, qui est une unité réelle entre ces deux organisations pour s'opposer très fermement et sans baragouiner à l'extrême droite. Ça s'est matérialisé déjà de l'époque de Philippe Martinez et de Laurent Berger par un appel dans l'entre-deux tours des présidentielles en 2022 à s'opposer à Marine Le Pen. Marie-Lise Léon et Sophie Binet en ont fait de même au moment des élections législatives précipitées par la dissolution. Et c'est pas un sujet de débat. Ces organisations se sont même mobilisées pour empêcher l'extrême droite de prendre le pouvoir. La CGT est allée jusqu'à appeler à voter pour le programme du Nouveau Front Populaire, pas le cas de la CFDT. Mais l'implication de la CFDT dans sa sphère de rayonnance a eu un impact, on peut le dire. En tout cas, on réfléchit beaucoup là-dessus. En tout cas, on peut dire c'est difficile à mesurer, pour être tout à fait objectif, quels effets ça produit sur le vote des salariés. On est sur des enquêtes en ce moment là-dessus. C'est très difficile à objectiver. Incontestablement, en revanche, ça a un effet déjà extrêmement positif par rapport à l'extrême droite, c'est que ça a un effet médiatique et politique. Voilà, c'est que ça montre qu'une partie, en tout cas des syndicats, parce que malheureusement ce n'est pas le cas de Force ouvrière, mais une partie des syndicats, parce qu'il faut rajouter au-delà de la CFDT, de la CGT et de la FSU solidaire, s'opposent de manière ferme à l'extrême droite. Du coup, pour revenir sur cette recherche d'unité, comment est-ce qu'on peut décrypter l'attitude de la CFDT ? Elle s'affiche clairement en opposition au budget de François Bayrou, à la suite donc de l'échec du conclave. Marie-Lise Léon, à la présentation du budget, disait que la mobilisation de la CFDT n'est pas à exclure. Dans le même temps, dans ses universités d'été de rentrée, lors d'une journée d'études sur le travail, et invité François Bayrou. Comment décrypter tout cela? Je voudrais juste rajouter, avant de répondre sur la CFDT, quelque chose du point de vue de l'analyse que peut faire la direction de la CGT sur la nécessité de l'unité syndicale. C'est pas simplement parce que la CGT est plus faible et qu'elle peut pas prétendre à elle seule à entraîner le monde salarial dans la résistance et dans l'opposition au gouvernement. C'est donc pas simplement la nécessité de faire nombre en étant plus de militants syndicaux. C'est aussi que c'est vu comme une condition nécessaire pour inciter plus facilement les salariés à entrer dans l'action. Ça, on le voit très très bien dans les enquêtes que l'on peut mener. Un des principaux arguments qui est opposé par les salariés pour expliquer pourquoi
ils ne se mobilisent pas à l'appel des confédérations, c'est dire, bah, regardez, déjà, elles ne sont pas d'accord entre elles. Donc, si elles ne sont pas d'accord entre elles, comment voulez-vous qu'on s'oppose efficacement au gouvernement? Et donc, créer les conditions de l'unité syndicale, c'est aussi impulser une dynamique de mobilisation qui est plus facilement de nature, je ne dis pas que ça soit mécanique, hein, mais qui est plus facilement de nature à convaincre les indécis de s'engager à l'entour, tout simplement parce qu'ils vont avoir le sentiment que ça va prendre davantage, qu'on va être plus nombreux à se mobiliser contre le gouvernement. Pour la CFDT... Avant de revenir sur la CFDT, mais il y a une réalité qu'il faut qu'on prenne en compte. Aujourd'hui, on a parlé du recul du syndicalisme dans le monde du travail. Il y a aussi une autre réalité, c'est la montée de l'extrême droite qui, aujourd'hui, dans certaines franges du salariat, est majoritaire. Du coup, est-ce que ça rend les choses d'autant plus compliquées pour mobiliser les salariés de la part des syndicats? Deux choses. Alors, je rajouterais syndicalisme faible, syndicalisme très divisé. Ne l'oublions pas. 5 confédérations représentatives, sans compter Solidaire et l'UNSA. N'oublions pas non plus, pour que ça soit quand même bien au clair, dans les équilibres syndicaux, c'est la CFDT aujourd'hui qui est devenue la première organisation aux élections professionnelles. Hein. Ouais. Donc, sans doute sur ce terrain des mobilisations, la CGT reste devant. Bon, c'est quand même un premier point. Effectivement, un autre élément important qui permet de souligner une transformation aussi structurelle du salariat, au-delà de sa condition salariale, ce qui a beaucoup évolué dans le monde des prolétaires, on pourrait dire, le monde des travailleurs, c'est aussi leur structuration idéologique. Alors, il ne faut pas réduire les classes populaires à un vote Rassemblement national, bien sûr, ce n'est pas le cas. On rappellera toujours. Il y a l'abstention, voilà. Mais donc, et y compris dans certains franges, la gauche qui fait des bons scores. Tout à fait, voilà. Mais donc, rappeler que le premier comportement politique, c'est l'abstention, mais ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle pour les syndicats non plus, parce que c'est aussi le symptôme d'une dépolitisation. D'une crise démocratique. Voilà, d'un rapport beaucoup plus distant aux politiques. Et donc, du coup, ça crée un obstacle, j'allais dire, politique idéologique supplémentaire. L'abstention, comme la progression de l'idéologie du rassemblement de l'extrême droite dans des fractions importantes des classes populaires, ça rajoute évidemment des difficultés supplémentaires pour la direction syndicale à réussir à convaincre les salariés non seulement à se mobiliser, mais à se mobiliser sur des objectifs progressistes. Parce que c'est évidemment un enjeu important, hein, des tensions ou des conflits qui peuvent se jouer autour de l'appel du 10. C'est que la CGT, sans doute de nature à accepter, à accompagner la mobilisation, mais à condition qu'elle porte évidemment sur des enjeux revendicatifs dans lesquels elle peut se reconnaître. Et donc, non pas sur des appels à la division du salariat, ou pas simplement sur des questions fiscales, etc., mais aussi sur des questions liées aux rémunérations, aux conditions de travail et à la taxation du capital. Bon, alors la fameuse question sur la CFDT. Donc, la CFDT marque son opposition. Elle n'est pas parvenue à un compromis sur la question des retraites dans le fameux dit conclave. Dans le même temps, donc, elle discute, elle sera présente à l'intersyndicale qui devrait ou pas déboucher sur un appel collectif à l'automne de mobilisation. Dans le même temps, elle va s'afficher mardi prochain avec François Bayrou. Comment est-ce qu'on peut décrypter ça? Alors, il faut peut-être rappeler d'abord à ceux qui nous écoutent que inviter des ministres, parce qu'il y aura aussi la ministre du Travail qui est invitée aux universités d'été de la CFDT. Alors, inviter des ministres du Travail et des premiers ministres dans la CFDT, c'est une pratique. Et d'ailleurs, pour être tout à fait juste, Sophie Binet débattra à la fête de l'humanité face au ministre de l'économie, Éric Lombard. Donc, c'est pas non plus pour charger la bourrique. Voilà. Alors, si je dis c'est une habitude, c'est pas pour dire c'est bien. Moi, je n'ai pas jugé ça en tant que sociologue, mais c'est juste pour dire ce n'est pas quelque chose d'inédit. Évidemment, on peut se poser la question quand même, qu'attendent-ils? Voilà. Qu'attendent-ils de faire venir le Premier ministre, la ministre du Travail, dans un contexte où, de toute évidence, c'est un grand défi pour la CFDT. La CFDT est mise en crise dans son logiciel réformiste, dans son logiciel d'un syndicalisme qui préconise le dialogue social comme méthode de construction d'un compromis. Elle est mise en crise par une attitude ultra-radicale, on peut le dire, du gouvernement et du patronat. Qui ne veut plus passer de fameux compromis. Voilà. Bon, on a tous eu le sentiment, pour celles et ceux qui suivons la question syndicale, que la CFDT était prête à signer un compromis en juin dernier. Il semblait quand même que c'était sur le bon chemin. Et puis, au dernier moment, le patronat a même tenté de changer de feuille de route et de texte de négociation. Et de toute évidence, Marie-Lise Léon en a été la première surprise. Enfin, c'était pas elle qui représentait la CFDT, mais les représentants de la CFDT ont été les premiers la fameuse image surpris. du numéro 2, Yvan Ricordo, qui interpelle Patrick Martin devant les caméras sur le trottoir le dernier jour du conclave. Alors, c'est
C'est plutôt dans la droite ligne de ce que j'ai pu analyser avec d'autres collègues dans un ouvrage récent, je cite, j'en profite pour le signaler, le dialogue social sous contrôle. On est de plus en plus dans un contexte où le dialogue social se résume effectivement à des séances de concertation. Le gouvernement et le patronat acceptent de discuter avec les partenaires sociaux, comme on les appelle, les représentants syndicaux, mais sans chercher le moindre compromis avec eux. Et la seule chose qu'ils attendent des syndicats, c'est qu'ils accompagnent les réformes pour lui donner plus de légitimité. Alors malgré toutes les critiques que sans doute beaucoup de ceux qui suivent ce chat peuvent faire à la CFDT, effectivement la CFDT, et c'est une différence majeure avec la CGT, part du principe qu'il est nécessaire d'accompagner les réformes, que les réformes structurelles du marché du travail, de la protection sociale sont nécessaires pour s'adapter aux nouvelles réalités économiques, mais elle le fait à condition d'obtenir des compromis, notamment des compromis en faveur des plus précarisés, des fractions les plus fragiles du salariat. Pour rappel, c'est ce qu'elle avait obtenu, indépendamment du jugement que l'on peut porter, en 2003, lorsque la CFDT avait accompagné la réforme des retraites, mais en obtenant des mesures qui finançaient des dispositifs pour les salariés qui avaient eu des carrières longues et qui ont pu partir objectivement à la retraite, si bien d'ailleurs que à la fin, la réforme n'avait pas du tout réussi à faire d'économie. Là, la donne est nouvelle. Enfin différente en tout cas. La CFDT, ni la CFTC, ni la CFE-CGC, aucune de ces organisations qui se réclament d'un syndicalisme réformiste ne parvient à obtenir de compromis à la hauteur de ce qu'ils attendent. Est-ce que finalement, c'est pas à travers la Macronie, le patronat, c'est-à-dire le camp d'en face, qui s'est radicalisé ? Non, enfin, en tout cas, moi je dirais surtout, l'analyse qu'on peut faire de juin 2000, de ce qui se passait en juin, c'est que le patronat voit d'autant moins d'intérêt. Le conclave retraite. Voilà, voit d'autant moins d'intérêt à rechercher le moindre compromis, y compris avec la CFDT ou la CFTC, qu'il sait que de toute façon, le gouvernement va appliquer sa feuille de route. Donc, du coup, quel est l'intérêt pour le patronat de jouer le jeu de la négociation aujourd'hui ? Eh ben, écoute, merci beaucoup, Baptiste. Donc, je vais reciter ton livre, Réapprendre à faire grève. Je signale aussi que tu es le coordinateur pour le Silomag du dernier numéro, syndicat parti entre indépendance et lutte commune pour la Fondation Gabriel Péri.